Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis ravi de vous voir si nombreux malgré les embûches qui se sont placées sur nos chemins respectifs. Voilà. Donc les citoyens du Montargois, ici présents, sont ravis de vous accueillir tous les uns les autres, nous tous, habitants et habitantes de Montargis. Voilà. Je vais passer la parole à Anne qui va un petit peu vous présenter le programme de la soirée et des festivités. Voilà, mais en tout cas, je suis vraiment très content de vous voir ici ce soir. Merci. Bonsoir à tous. Alors, je suis Anne Cicéron. Alors, mon rôle est pas d'être sur la liste, mais je suis mandataire financier de la liste. Et donc, pour être mandataire financier, il faut un peu de rigueur, voire un peu de psychorigisme. Et donc, peut-être ce soir, ils m'ont demandé d'être l'animateur de cette soirée et surtout le gardien du temps de cette soirée pour mon côté un peu psychorigide. Donc voilà pourquoi je suis là ce soir. Alors, quelques recommandations en cette période de pré-épidémie. Donc on vous a demandé de vous asseoir un siège sur deux et vous avez respecté les consignes, nous vous en remercions. Nous avons maintenu cette réunion publique conformément aux consignes de l'ARS du centre qui ne désigne pas le Loiret et la région centre comme un cluster et donc qui n'interdit pas les réunions publiques. Et nous avons mis à votre disposition du savon, du gel hydroalcoolique, etc. Et donc voilà, nous vous demandons de bien vouloir respecter l'ensemble des consignes qui sont données par le ministère de la Santé et l'Agence régionale de santé de la région Centre. Merci beaucoup. Alors, cette soirée elle va se passer en plusieurs temps. Un premier temps autour de l'historique, un second temps avec la présentation des différents colistiers, et puis un temps de programme et de priorité pour la première année. Et puis on verra par la suite ensuite un temps de discussion. Voilà, alors cette liste, la liste des Montargois, c'est une liste qui a une histoire. Elle ne vient pas de nulle part. Elle était déjà présente en 2014. Et du coup, c'est le démarrage de cette réunion, c'est l'occasion de faire un historique ou un rappel de ce que un certain nombre de colistiers qui étaient déjà présents en 2014 ont eu comme expérience en tant qu'élus ou en tant que citoyens dans une association. Alors pour ça, j'avais appelé Lise Gabriel, Christian Villain, Alphonse Profit, que je vois, ça y est, Édouard Weber et Olivier Masson. Et c'est Lise qui va commencer bonsoir la soirée. À toutes et à tous. Donc, j'avais eu l'honneur de conduire la liste citoyen du Montargois en 2014. Et avec notre slogan « Votez pour vous », nous souhaitions déjà mettre la transparence, la participation des habitants et la collaboration des acteurs des différents projets au cœur de notre projet politique. Donc en 2014, nous avions recueilli un peu plus de 16% des voix, et ce qui nous a permis d'obtenir 3 sièges au conseil municipal et 1 siège au conseil d'agglomération. Donc nous avions décidé d'organiser une rotation entre les élus, vu notre position d'élus minoritaires ou d'élus d'opposition, ce qui a permis à 8 de nos colistiers de 2014 de siéger, de découvrir la fonction de conseiller municipal, de découvrir le fonctionnement des commissions. Pour ma part, pour assurer la continuité et pour des raisons de parité à l'agglomération, j'ai siégé pendant les 6 ans au conseil municipal, au conseil d'agglomération et depuis sa création au pôle d'équilibre territorial et rural, donc cette grosse machine qui s'appelle PETR, qui regroupe l'agglomération montargoise et les 3 communautés de communes autour pour porter des projets politiques principalement sur l'environnement, mais également économiques et un petit peu sur la santé. Donc en tant que déléguée au PETR, j'ai pu participer cette année aux Assises européennes pour la transition énergétique. J'ai pu y rencontrer d'autres élus motivés, mais aussi
plein de questions sur ce que nous avons à faire et ce qui nous attend dans les 10 prochaines années. Et j'avoue que l'ampleur du défi qui nous a été présenté et les solutions que j'y ai trouvées ont confirmé ma motivation pour un nouveau mandat. Alors, il m'a été demandé de parler de mon expérience à l'agglomération sur un seul exemple. Difficile de choisir. Donc à l'agglomération, j'ai pu participer aux travaux de la commission développement durable, mais je souhaitais parler du cas de la gestion de l'eau, puisque c'est une des compétences portées par l'agglomération, donc la gestion de l'eau potable jusqu'à l'assainissement. Donc au cours de ce mandat, nous avons connu le renouvellement du contrat avec Suez, puisque un contrat vieux de plus de 30 ans venait à expiration et il fallait envisager la suite. Donc avec le groupe d'élus citoyens du Montargois, nous avions anticipé près de 2 ans avant la fin de ce contrat pour nous former sur les différentes solutions qui existent sur la gestion de l'eau, organiser une conférence publique avec un acteur reconnu du milieu de l'eau, nous pencher sur les problèmes de complexité de la facture, déjà à l'époque. Et voilà, nous avons été confrontés à un calendrier un peu précipité, avec des décisions qui ont été prises en moins de 6 mois, pour un renouvellement de contrat qui nous engage quand même un certain nombre d'années et qui nous concerne tous, parce que c'est l'eau de notre robinet et l'eau que nous rejetons dans le milieu naturel. Donc, ce que j'avais demandé, au nom du groupe citoyen du Montargois, et ce que j'avais fait remonter, c'est la nécessité d'un contrôle du contrat, un peu plus accru, et en particulier d'un contrôle citoyen. Et nous avons pu organiser, alors j'anticipe un peu avec la suite, avec l'association Engagement Citoyen pour le Montargois, nous avions pu organiser une conférence publique qui avait motivé certains, dont certains sont là ce soir d'ailleurs, à créer une association des usagers de l'eau. Et j'avais demandé à ce que cette association puisse participer au suivi du contrat, donc dans le comité de pilotage. Aujourd'hui, c'est le cas, cette association existe et elle peut échanger régulièrement, plusieurs fois par an, avec Suez, enfin les représentants de Suez, avec les services de l'agglo pour tout ce qui est investissement et fonctionnement du système de gestion d'eau potable. Et donc là, c'est une des réalisations de notre mandat, c'est que des citoyens se sont emparés d'un sujet et peuvent dialoguer avec les élus, pas forcément dans la revendication, pas dans l'opposition, mais de manière constructive. Et on a pu soulever des problèmes, enfin ils ont pu soulever maintenant, des problèmes de facturation lors du passage au nouveau contrat, et puis des problèmes de gestion des filtres qui filtrent les polluants dans l'eau. Voilà. De grands défis nous attendent encore sur le sujet de l'eau potable sur l'agglomération, mais j'en dirai pas plus pour l'instant. Et je laisse la parole à mes collègues pour évoquer plutôt des expériences au conseil municipal. Je laisse la parole à Christian Villain. Bonsoir, on m'entend? Oui. Donc Christian Villain, je suis médecin hospitalier retraité. À l'époque, je ne l'étais pas quand les inondations sont survenues. Et donc, je pense qu'on a tous un souvenir assez traumatisant de cette période, même si je faisais un petit sondage dans la salle, je pense qu'on ne serait pas forcément capable de dire à quel moment exact ça s'est produit. C'était un moment de solidarité. Alors moi, je vais faire une petite digression à titre citoyenne avant de revenir un peu vers le conseil municipal. J'ai fait plusieurs constats qui sont d'ailleurs assez valables encore maintenant. C'est que la mémoire collective des inondations à Montargis, c'est pas entretenu en fait. Il y a un seul endroit où il y a un niveau de la crue de 1910, c'est sur le bâtiment de l'école de musique. Je ne sais pas si vous avez regardé, il n'y en a pas d'autres. Et donc tout se passe comme si cette ville était insubmersible et n'aurait jamais d'inondation, ce qui est évidemment complètement faux. Alors donc le 31 mai 2016, la Loing a atteint 3,44 m. Et nous, on a été un peu, interpellés par beaucoup d'habitants des quartiers qui ont été inondés par le fait qu'ils n'avaient pas été prévenus. Alors on a repris le fil des événements. Je ne vais pas être très long, hein, mais on a découvert en fait que sur les capteurs en amont, sur l'Ouane et sur le Loing, le niveau de la crue de 1910 était atteint dès 5 h du matin. Et la plupart des riverains nous ont dit qu'ils avaient été les pieds dans l'eau à partir de 10 h à peu près, peut-être un petit peu avant, un petit peu après, et qu'on ne les avait pas prévenus. Alors il y avait des clients Orange qui ont été prévenus par téléphone, mais beaucoup n'ont pas décroché parce qu'ils n'attendaient pas de coup de téléphone et ils n'ont rien compris. La sirène n'a pas fonctionné, ça a été dit.
Et le système des mégaphones de la mairie était largement inférieur à celui des forains quand il y a un cirque dans les parages. Tout ça, ça a entraîné un retard indiscutable et extrêmement péjoratif pour les personnes qui ont été inondées. Il y a beaucoup de personnes qui ont été inondées, qui ont perdu leur voiture, qui ont perdu des archives, qui ont perdu des documents qui leur étaient très précieux. Et si on avait pu les prévenir à temps, ils auraient monté l'ordinateur et enlevé les photos du rez-de-chaussée. Je ne parle même pas du musée qui a été inondé puisqu'il était à ce moment-là en réfection et que tout était stocké dans le sous-sol de l'hôtel communautaire. Et je ne crois même pas qu'on ait un bilan exact des dommages qu'il a subis parce qu'il y a des dessins qui ont disparu, je pense, et des plâtres aussi. Voilà. Si la ville a repris rapidement un aspect normal, et ça c'est à noter, parce qu'il y avait beaucoup de solidarité, que les pompiers de différentes régions sont intervenus, et en quelques jours, peut-être une semaine ou deux, on a repris un aspect un peu conforme à l'antériorité. C'était pas du tout la même chose dans les maisons qui ont été inondées. Hein. Et ça a mis beaucoup de temps à sécher. Nous, on a dû héberger une personne pendant plus d'un mois. Et le séchage a mis plusieurs mois de plus pour permettre des travaux à ce moment-là de réfection. Alors la mairie, le maire n'était pas là, hein, je ne vais pas faire de polémique là-dessus, mais la mairie a attribué la responsabilité de tous ces problèmes à une rupture du canal et à la vétusté de celui-ci. Bon, en fait, l'analyse a posteriori du débriefing montre que cet événement, bien sûr, il a augmenté le niveau de l'eau, hein, mais il n'a pas été suffisamment important pour créer tous les dommages qu'on a dû subir. Alors, quand on revient au conseil municipal, bon, je ne vais pas faire le conseil municipal extraordinaire du 6 juin de 2016, où on a entendu un candidat maintenant à la mairie sur une liste concurrente, on va dire, faire un éloge dithyrambique de la municipalité qui avait mis à son service des personnes qui avaient permis d'éviter des catastrophes. Vous retrouverez peut-être son nom quelque part, je ne vais pas plus loin. Mais par contre, on a découvert que, parce qu'on n'avait pas de culture du risque hein, dans l'équipe, on a découvert que la ville avait un plan de prévention des risques d'inondation, ça s'appelle un PPRI. Il était dans le site internet de l'époque, mais il datait de 2007. Mais on n'avait pas ce qu'on appelle un plan communal de sauvegarde, qui était pourtant obligatoire depuis 2007 aussi, parce qu'il n'avait pas été fait en fait. On a découvert ça. Donc le plan communal de sauvegarde, peut-être quelqu'un en parlera après moi, c'est un plan qui permet d'organiser les secours au mieux et de faire des fiches actions qu'on va sortir pour faire sonner la sirène, pour déclencher les pompiers, etc. Et tout ça n'existait pas. Donc la municipalité, elle n'était pas tout à fait dans les clous à ce moment-là. Par contre, si on regarde maintenant le site internet qui a dû changer parce qu'on n'y trouve plus la cartographie des zones à risque. Normalement, il y avait une cartographie de Montargis qui était très précise, qui disait tel secteur est inondable, des zones rouges, des zones oranges, des zones vertes. Tout ça, il n'est pas accessible en fait, contrairement à la promesse du maire dans un journal de l'époque. J'ai presque fini. Donc ouais. la présentation du projet de PCS, donc de projet communal de sauvegarde, a été faite au mois d'octobre par une société conseil. On nous a montré plein de choses très intéressantes, les risques qu'on encourait, qui n'étaient pas uniquement celui des inondations, mais celui des silos qui sont le long des canaux, le risque radioactif, etc., les incendies, les glissements de terrain, j'en passe et des meilleurs. Tout ça a été ébauché, on nous a montré quelques fiches actions, et depuis, on n'a pas de nouvelles. Je ne sais pas si ce document a été finalisé, je ne sais pas si les fiches actions ont été terminées, je n'en suis pas sûr. Je pense que c'est une option très importante qu'on a à vérifier dès que les élections seront passées. Alors, conclusion de tout ça, Montargis, ça reste une ville où il y a beaucoup de ponts, de nombreux bras de rivière, une ville qui a été créée sur les marais quand même, il faut s'en souvenir, parce que c'est comme ça qu'on a échappé à la guerre de 100 ans aux Anglais. Hein. Et propice malheureusement, par sa topographie et par les événements indésirables climatiques qui se succèdent, là depuis pas longtemps, à des nouvelles inondations. Donc il faut entretenir une mémoire collective de ce phénomène sans faire peur. Là on voit bien que la peur du Covid-19, ça peut prendre des proportions importantes. Il faut de l'information, de la transparence, et il faut mettre à jour les documents qui permettent d'intervenir le plus rapidement possible alors qu'on a les informations, ce qui n'a pas été le cas malheureusement dans ce moment-là. Voilà, j'ai fini. Et je passe la parole à Alphonse. Merci.
Moi, je voulais vous parler un peu de mon retour sur comment gérer la mairie actuellement et comment ça se passe. Donc aujourd'hui, ce que vous voyez tous, c'est le conseil municipal où les personnes siègent. Le conseil municipal est public et donc il peut être filmé. D'ailleurs, j'ai entrepris de filmer le conseil municipal à plusieurs reprises, ce qui nous a permis de relire les procès-verbaux. Il n'y a pas de droit à l'image sur les élus, puisqu'en fait, ils sont en réunion publique, et donc à ce moment-là, ils sont publics. Donc s'ils ne veulent pas être sur une vidéo, il faut qu'ils quittent le conseil municipal. Voilà. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le conseil municipal, en fait, c'est une chambre d'enregistrement, puisque normalement, tout est étudié avant en commission. Je dis bien normalement, puisqu'on a eu quelques exceptions quand même sur certaines commissions à la mairie de Montargis. Et donc dans ces commissions, on retrouve, tout est réparti suivant plusieurs adjoints. On a une dizaine d'adjoints actuellement à la mairie de Montargis, un premier adjoint et un maire. Et donc dans les commissions, donc on a l'adjoint principal qui convie la commission avec un ordre du jour qui sera dans un conseil municipal ultérieur, pas forcément le suivant, ça peut être un peu plus tard. Et siègent aussi dans ces commissions des personnes de l'opposition et des personnes de la majorité. Alors les personnes de la majorité, il faut savoir qu'ils sont 15 du coup à ne pas être adjoints, et donc eux ils siègent dans plusieurs commissions, et puis nous aussi, les opposants, on siège un peu dans plusieurs commissions. Les adjoints ont une petite indemnité par rapport à ça, et tous les autres sont bénévoles. Et donc un adjoint, du coup il fait un peu ce qu'il veut, parce que c'est lui qui met ce qu'il veut à l'ordre du jour, c'est lui qui met les questions et qui montre ou pas les informations avec plus ou moins d'ouverture. C'est-à-dire que c'est un peu, si vous voulez, un rôle d'adjoint, c'est un peu comme montrer ses comptes bancaires personnels. C'est déjà les montrer à sa femme, quelquefois pour certains c'est un peu compliqué, les montrer à la famille c'est encore plus large, mais alors montrer quelqu'un qui va vous critiquer en séance publique, c'est encore plus compliqué. Donc il y a beaucoup d'entre-soi, et même quelquefois auprès des personnes de la majorité, il n'y a pas forcément de contrôle, puisque même montrer quelquefois pour certains ses comptes à son conjoint qui normalement est quelqu'un de fiable et de confiance, on ne le fait pas forcément. Donc c'est un peu le problème des commissions à l'heure actuelle, et c'est un peu le schéma aussi qu'on souhaite changer par rapport à notre organisation, d'où l'idée qui est dans notre programme de mettre 2 référents par commission, et qu'elle soit ouverte aussi à la citoyenneté avec des questions aux citoyens, avec beaucoup plus de choses. Mais ça, je pense qu'on en reparlera plus tard. Voilà, donc après, je donne la parole à Édouard. Pardon, allez-y. Bien, compte tenu de mon expérience professionnelle, donc lorsque je suis devenu conseiller municipal, puisque comme Lise vous l'a expliqué, nous nous sommes les uns les autres succédés, eh bien, j'ai été affecté à la commission enfance, jeunesse et puis école, étant donné que je suis enseignant et professeur des écoles. Donc, problème, cette commission s'est réunie assez peu. D'ailleurs, de nombreuses commissions ne se sont soit jamais réunies, soit une fois ou 2 ou 3 dans le mandat. C'est très compliqué. En ce qui concerne la commission école, j'en ai eu 2. Et encore la deuxième à moitié, on va dire. Donc, très peu de commissions se réunissent. Cela dit, j'ai pu noter un certain nombre de choses importantes. Au début du mandat, pour chaque élève de Montargis, il y avait une somme de 2 € qui était affectée pour les sorties, pour les voyages scolaires. Donc une classe moyenne de 25 élèves, ça fait 50 € par an. Voilà. Partez donc en voyage avec 50 € par an. Vous allez pouvoir tranquillement aller peut-être à Chalette ou à Milly. Et encore, je ne suis pas sûr que ça paye le bus. Donc nous avons beaucoup réclamé. Nous avons essayé de crier, de sonner, de tirer la sonnette d'alarme. C'est essentiel. Pour tous les Montargois, les enfants montargois, les élèves montargois et montargoises évidemment, hein, les garçons et les filles, c'est indispensable, l'éducation. C'est comme ça qu'effectivement on va pouvoir changer les choses. C'est par cette éducation que l'on va leur proposer qu'ils vont pouvoir ultérieurement construire leur existence, s'épanouir. C'est donc essentiel. Et pour s'épanouir, il faut accéder à un certain nombre de choses, et notamment la culture. Et pour accéder à la culture, eh bien, il faut aller vers les endroits où il y a de la culture. Il y en a un petit peu dans le Montargois, effectivement, il y a des propositions qui sont faites. Mais si on veut aller sur Paris, sur Orléans, sur Tours, eh bien, un bus, c'est pas 50 €. Donc, au bout de 2 ans, la mairie a souhaité nous accorder 20 €. Donc, au bout de 2 ans, on avait obtenu 20 €, donc 18 € de plus. Donc, 20 €, 25 élèves, 500 €. Bon, on va un peu plus loin, on va au moins jusqu'à Melun, peut-être. Ça ne suffit pas, évidemment. C'est essentiel de promouvoir, effectivement, pour nos élèves, pour tous les enfants de Montargis, des activités, des classes de découverte, des activités que l'on pourrait leur proposer. De nombreux enseignants accepteraient des projets. Dans les villes qui sont autour de Montargis, il y a plein de propositions.
Je peux en témoigner, je le sais, pour moi-même les avoir pratiqués. À Montargis, rien de tout ça. Très peu d'enfants partent en classe de découverte. Très peu d'enfants ont droit à des classes thématiques. Très peu d'enfants font des sorties éloignées parce que ça coûte trop cher et que Montargis ne participe pas. C'est vraiment important de donner effectivement aux enseignants la possibilité de monter des projets bien plus ambitieux pour les élèves de Montargis. Et je rappelle que la responsabilité des écoles, c'est pour la mairie. Voilà. Donc c'est vraiment notre responsabilité que de donner à tous les enfants de Montargis la possibilité de se cultiver, de découvrir des choses en dehors de l'école. Voilà, merci beaucoup. Et je donne la parole à Olivier. Alors moi, quand je suis arrivé à la mairie, enfin au conseil municipal, pardon, j'ai repris la délégation de Christian, donc qui siégeait à la commission urbanisme. Alors vous le savez sans doute, c'est une commission qui a été très investie par le maire actuel quand il était même premier adjoint, donc urbanisme, travaux. On a essayé de faire avancer un petit peu les choses et notamment la concertation. Alors je vais vous parler d'un sujet, certains diront qu'il m'est très proche parce que j'habite pas très loin, mais c'était le sujet du moment, c'était l'aménagement de la place de la République et du boulevard des Belles Manières. Donc j'ai été convoqué à une commission en janvier 2018, si ma mémoire est bonne, sur pour examiner un appel d'offres sur un consultant, en fait un cabinet, qui allait faire une étude sur l'aménagement de ces deux endroits, ainsi que la rue du Moulin à Temps, la rue Raymond-Laforge et la ruelle Pinon. Si tout le monde suit à peu près, hein, vous voyez la place de la République, voir de belle manière, petite rue adjacente. Et j'étais un peu en colère en voyant ça parce qu'il était marqué plusieurs choses, des options qui avaient déjà été prises et jamais débattues au conseil, à la commission urbanisme. Notamment, il était écrit, juste une phrase, je la cite, l'état phytosanitaire des arbres du boulevard des Belles Manières impose leur abattage. C'était écrit comme ça. Alors j'ai demandé sur quelle étude ça s'appuyait. J'ai dû un petit peu batailler et j'ai réussi à obtenir que c'était une étude de 1998 qui disait qu'il y avait des arbres qui devaient être abattus, donc ça faisait 20 ans que c'était urgent. Bon, finalement, à la commission, comme j'ai failli partir, le maire a accepté de commander une nouvelle étude. Voilà, ce qui a peut-être permis de réactualiser et puis sauver provisoirement des arbres, parce qu'on sait que le maire a peut-être, a eu tendance aussi à couper des arbres de façon non préparée. On pense à des arbres notamment qui sont devant la mairie. Bref, j'obtiens ça. Et puis, je me fais cette réflexion, en fait, que j'étais un peu en colère. J'en ai pas très bien dormi de la nuit, je vais vous le dire, voilà. Et je me suis rendu compte, après coup, que lui était content. Il était content parce qu'on avait négocié, puis qu'il avait fait une concession, et que c'était bien, voilà. Est-ce qu'on a besoin de se fâcher ? Est-ce qu'on a besoin, pour obtenir quelque chose, oui, vraiment, de se fâcher ? Je ne suis pas tout à fait sûr. Voilà. Nous, ce que l'on rêve dans la ville, c'est qu'il y a un cadre défini à l'avance, qu'il y a un moment où on consulte vraiment sur ce dont on a à débattre au départ, y compris ce qu'on appelle le cahier des charges. Qu'est-ce que l'on veut ? Qu'est-ce qu'on va demander aux spécialistes qui viendront faire des études ? Ça, c'était donc le premier point sur les arbres. Le deuxième point... j'avais pensé à une petite, j'ai oublié, j'ai zappé là, une petite comptine c'était mon fil conducteur, donc je vais le dire parce que sinon je vais oublier. 1, 2, 3, nous irons au bois, c'était les bois. 4, 5, 6, cueillir des cerises. Alors, il n'y a pas de cerises dans cette histoire, il y a plutôt des patates. 4 millions. Il nous avait dit 4 millions, c'est sûr. On prend ce consultant, c'est 4 millions, c'est garanti sur facture, c'est sûr. Et puis, les concertations ont lieu, qui sont organisées, les informations et balades citoyennes organisées par le consultant dans le quartier, effectivement, avec les commerçants, avec des habitants du quartier, très bien. Et puis, quand il y a la restitution qui est faite au mois de septembre dernier, eh bien, on apprend que ce n'est pas 4 millions, mais c'est 5,1 millions. Et puis, en fait, c'est 6,5 millions parce qu'il va falloir comprendre les travaux que vont faire l'agglomération, puisque l'agglomération est responsable des réseaux. Donc il faudra refaire tous les réseaux d'eau avant de refaire ce qui est en surface. Alors l'explication de ces 6 millions ou 5 millions, en fait, c'est, vous le savez très bien tous, c'est le pavé. Du pavé, du pavé et du pavé, du pavé un peu partout. Beaucoup de Montargois ont constaté ça aussi. Pourquoi on veut mettre des pavés partout ? On sait très bien que ce n'est pas possible, que les règles de construction imposent 3 semaines de séchage complet sans aucun passage de véhicule pour que les pavés restent sur place.
Donc si vous comptez le travaux préalable, ça fait pas loin de 2 mois. Donc si vous avez un commerce juste à côté du passage où il y aura des pavés, vous pouvez prendre 2 mois de vacances pendant les travaux. Voilà. Donc je ne sais pas si l'entreprise survivra de cela. Voilà, donc ça c'était 4, 5, 6. Voilà. 7, 8, 9 dans mon panier neuf. Donc qu'est-ce qu'il y a de neuf là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a de neuf dans ce projet? Et on a été surpris parce que le cabinet d'études, quand il est venu présenter son étude, a dit une phrase, alors là je vous la cite, mais un petit peu scotché: nous allons préserver le patrimoine renouvelé. Donc si je dis à la droite, on va préserver le patrimoine, la droite va être d'accord. Si je dis à la gauche, on va renouveler le patrimoine, la gauche va être d'accord. Mais les deux en même temps, ça va être compliqué. Donc ce n'est pas un problème de droite-gauche d'ailleurs, c'est un problème de définition. Quel est le sujet? Qu'est-ce qu'on veut faire? Voilà. Donc, je pense d'ailleurs pas tellement à ces experts, à ces consultants de venir dire ce qu'il faut penser. Je pense qu'il y a un usage, on l'a vu, on l'a expérimenté dans plein d'endroits, l'usage des lieux, les gens qui utilisent le centre-ville, que ce soit bien sûr des commerçants, que ce soit des entreprises, des habitants, des gens qui passent dans le centre-ville, eh bien, ils ont un regard, une expertise sur le lieu. Qu'est-ce qu'on veut mettre dans la place de la République? Ou est-ce qu'il y aura des endroits où il y a des terrasses, des endroits où il y aura de la circulation, des stationnements vélos, j'en sais rien, etc., des zones de déchargement, etc., etc. Ça peut s'organiser et se débattre, comme ça se fait à Dunkerque, par exemple. Voilà. 10, 11, 12, elles seront toutes rouges. Alors là, c'était la question du feu rouge, puisqu'on a appris au moment de la restitution qu'il y avait eu une étude qui avait été faite sur la circulation, et notamment pour savoir s'il fallait mettre la rue du Moulin à Temps, vous savez, la petite rue qui passe devant le laboratoire de radiologie, où il y a tellement de monde qui passe et puis les trottoirs sont un peu étroits. Donc, pour savoir si on pouvait mettre ça à sens unique et qu'est-ce que ça aurait comme impact sur la circulation. Donc, on nous a communiqué l'étude en même temps que l'étude du reste. Donc, c'est un peu bizarre parce que le cabinet d'urbaniste, il a quand même besoin de savoir le passage des véhicules pour faire son étude, mais il l'avait déjà rendu quand même. Voilà. Donc, on propose d'expérimenter. Alors, je vous invite à regarder la vidéo qui a été faite avec Édouard et moi, notamment, et des propositions qui sont faites sur la circulation, etc. Voilà, notamment pour mettre la rue du Moulin à Temps à sens unique et pouvoir dégager de la place pour la circulation douce, les vélos, les poussettes, les personnes en fauteuil, éventuellement. Enfin, voilà. De même pour la rue Raymond-Laforge. Voilà. Une expérimentation à mener. Vous verrez ça sur la vidéo si vous voulez. Voilà, j'ai terminé. Bon alors, merci de nous avoir fait part de votre expérience d'élu. Un peu long, hein, un peu long comme expérience. Maintenant, je vous propose c'est qu'on passe à votre expérience associative, mais en étant plus rigoureux dans le temps, hein, s'il vous plaît. Merci. C'est moi qui ai la liste, hein, parce que... C'est Lise qui va commencer. En fait, ça va aller très vite puisque je vous en ai déjà parlé. Donc, en parallèle de notre mandat, on a fait grandir une association Engagement citoyen pour le Montargois qui avait pour ambition de s'emparer des questions d'actualité politique locale et de se former sur les thématiques, d'informer les citoyens et de nourrir la réflexion des élus que nous étions. Et donc sur le sujet de l'eau, ça a occupé quelques temps, au moins une bonne année, l'association Engagement citoyen pour le Montargois. Et donc je vous ai parlé du résultat qui a été cette association des usagers de l'eau qui maintenant vogue de son côté. Je vais prendre la parole pour parler de la CCSPL. Et pour dire que cette CCSPL est la commission consultative des services publics locaux. C'est une instance qui a été développée à partir des années 82 et qui est devenue obligatoire à partir d'un certain seuil de population qui est, je crois, de 10 000 habitants. Elle a pour vocation de permettre l'expression des usagers du service public par le truchement d'associations représentatives. C'est ainsi que, grâce à Jean-Marc Duranton, je me suis retrouvé propulsé à la CCSPL de l'agglomération, mais qui concerne aussi évidemment Montargis. En fait, il y a deux sortes de CCSPL. Il y a celle de Montargis proprement dite, qui concerne Dalkia, c'est-à-dire une unité de chauffage qui est près de la chaussée et qui produit aussi l'électricité. Il me semble qu'il y a aussi la piscine
et le camping. Mais ce sont des délégations assez récentes. Pour ce qui me concerne, je suis donc plutôt concerné par les compétences de l'agglomération. Et là, il y en a quand même un certain nombre qui sont très importantes. Il y a le SMIRTOM, il y a l'eau avec Suez, il y a le transport en commun avec Amélis, qui est une filiale de Keolis, elle-même une filiale de la SNCF, si je ne me trompe pas. Le crématorium, hélas, qui est géré par la Société des funérariums de France, sauf erreur de ma part. Ça a changé il n'y a pas très longtemps. Et puis, il y a un délégataire qui s'appelle Vago, qui a beaucoup de mérite, puisqu'il s'occupe de la gestion des aires du genre du voyage. Il y en a 2. Donc là, il y a des représentants aussi de 2 associations. Il y a nous, en tant qu'usagers de l'eau, et il n'y a que Choisir, qui est représenté par M. Tlouzeau. Donc en tant que représentant, on a voix au chapitre une fois par an sur des rapports de délégation des délégataires. Et on peut formuler, c'est quand même assez agréable, des remarques et des questionnements qui n'ont pas été résolus par des rapports qui sont souvent très épais et confiés au dernier moment. Voilà, on a pu demander des éclaircissements. Par exemple, récemment, je me rappelle pour le SMIRTOM, on a repéré, alors que le rapport ne l'avait pas fait, qu'il y avait un déficit de 150 000 euros, quelque chose comme ça. Hein. Ils n'avaient pas repéré, bon, une petite paille, mais... Voilà. Et on avait repéré aussi une chose assez surprenante qui n'a pas trouvé de réponse à ma connaissance, c'est que le SMIRTOM produit de la chaleur grâce à l'incinérateur qui n'est pas facturé au quartier adjacent, notamment au CHAM. On ne sait pas ce que devient cette énergie, comment elle est rétribuée. Ça n'a pas l'air d'avoir été repéré. Alors, je dis un petit mot aussi de la société Vago, là, qui s'occupe des délégations pour les aires des gens du voyage. Et vraiment, c'est une société qui a beaucoup de mérite parce que, d'abord, c'est difficile. Il y a des vols en permanence. On nous a montré des exemples de bricolage qui permettent de récupérer de l'eau, les branchements, etc. Et d'autre part, ils font du déficit. Donc, c'est une société privée qui fait une délégation avec du déficit. Je crois que c'est de l'ordre de 30 000 euros par an, tellement il y a de vols, mais qui continue. Bon, c'est un peu un sorte de chemin de croix qui quand même a souligné pour une société privée. Voilà, on ne sait pas pour quelle raison ils continuent à faire ce travail. Donc ces réunions, en conclusion très brève, hein, sont très, très importantes en fait pour le contrôle citoyen parce qu'on se rend compte qu'il peut y avoir des écarts avec le contrat qui nous lie à certaines sociétés. Donc on ne va pas parler des histoires de facturation qui sont quand même très conséquentes avec Suez. Et vous trouverez ça dans la presse. Hein. Elle nous montre le peu d'implication de beaucoup d'élus qui n'ont pas le temps, je pense matériellement, de se plonger dans ces rapports et de faire les critiques qu'ils seraient en droit de faire. Voilà, c'est heureusement qu'il y a les associations qui prennent beaucoup de leur énergie et de leurs compétences pour le faire à leur place. Merci beaucoup. Moi, je voudrais vous parler, au sein de l'ECM, on a réfléchi un peu un moment sur comment influencer un peu nos élus et comment faire un peu amorcer un mouvement. Et on a trouvé un super outil qui s'appelle Le Citoyen dans l'âme, qui est un périodique qu'on sort tous les 3 mois, qui est un journal, qu'on a arrêté pendant la campagne et qu'on reprendra après, et qui a abordé plusieurs thèmes, qui a abordé en numéro 1 le stationnement, comme par hasard dans la campagne, nous annonce 1 heure gratuite, donc ouais, c'est super. En numéro 2, on a parlé de la mobilité, donc Olivier vous en reparlez juste après. En numéro 3, on a parlé de la santé, qu'on retrouve dans tous les programmes. Et aussi, on a parlé de la participation, que du coup, Edouard vous parlait, qu'on retrouve aussi dans tous les programmes. Ces citoyens dans l'âme aussi nous ont permis de mettre des petits cartons rouges. Notamment, on n'arrivait pas à avoir nos procès-verbaux. Et quand on l'a mis sur le petit journal qu'on a distribué à tous les élus de l'agglomération en disant qu'on n'avait pas nos PV avec la liste des PV, bah, ils se sont mis à publier les procès-verbaux. Donc en fait, il faut savoir qu'à chaque conseil municipal, à la fin, il y a un procès-verbal qui est émis, qui retranscrit tous les propos à Montargis et qui est consultable en mairie, enfin on peut récupérer. Et donc avant Citoyen dans l'âme, c'était très compliqué d'avoir le procès-verbaux et maintenant c'est rentré dans l'ordre. Des petits trucs comme ça. Donc si vous voulez, ils sont tous à l'entrée, vous pouvez les télécharger, il y a les 4 numéros qui sont publiés. Et on continuera après. Ils sont immatriculés à la Bibliothèque nationale de France, donc vous pouvez même les retrouver. J'envoie chaque année le lot de courrier à l'État et ce sera archivé pour la postérité. Voilà. Voilà, Lise a parlé tout à l'heure de l'association des usagers de l'eau. Il y a eu aussi une autre délégation de service public qui devait être renouvelée, c'est celle sur la mobilité. Ça faisait 30 ans,
Non, pas 30 ans, je trompe, excuse-moi, je me tromperai avec l'autre. Voilà, donc l'autre sur la mobilité, en fait sur le transport de bus, qui devenait une compétence sur la mobilité. Donc nous avons fait venir, enfin je dis nous, l'association Engagement Citoyen pour le Montargois, en partenariat avec Vélove, l'association pour la promotion du vélo dans l'agglomération montargoise. On avait fait venir, sur la suggestion d'ailleurs de membres de Vélove, faire venir Olivier Razemont, qui tient un blog sur la mobilité, qui est très connu en France, enfin, par les spécialistes. Voilà. Après cette réunion, où il y a eu quand même pas mal de monde, y compris d'ailleurs des élus, hein, la question de la mobilité a intéressé un peu plus les élus, un peu plus que la question de l'eau d'ailleurs, des élus de toute l'agglomération. On a proposé de créer l'association. Au départ, on pensait la faire au niveau juste de l'agglomération montargoise, et puis des gens qui étaient du secteur rural, hein, notamment de Dordives ou également du sud du territoire, on dit qu'il fallait le faire à l'échelle du pays gâtinais, en fait, donc de ce fameux pôle d'équilibre territorial et rural de notre bassin de vie, voilà, en fait. Donc cette association, si vous me passez le mot, elle n'est pas à démarrer sur les chapeaux de roue. D'abord parce que Lise Gabriel a obtenu, au moment du vote de la délégation de service public, elle a obtenu en séance qu'il y ait un comité de pilotage, comme il y en avait un sur l'eau. On a tous été surpris, mais oui, bien sûr, Madame Gabriel, on va le faire. Bon, voilà, donc les usagers de la mobilité peuvent participer, donc le travail se fait en cours et ils profitent un peu de l'expérience sur l'eau d'ailleurs. Ça, c'est le premier point. Elle a démarré sur le chapeau de roue parce que quand il y a eu la semaine de la mobilité à Milly, c'était au mois de septembre, juste au moment de la rentrée des classes. Et moi, je suis arrivé, en sortant de cours, j'étais en collège un peu plus loin. Bref, quand j'arrive, il était 5h30, 6h. Il y avait dans la salle le maire d'Amilly, c'est normal. Il y a le président de l'agglomération, Franck Supplisson. Et il y avait le futur président du pôle d'équilibre territorial et rural, M. Nero, qui était là. Et il ne restait que 10 personnes dans la salle. Donc c'est dire que le sujet était quand même, ils étaient attentifs et c'est un sujet investi. Je ne vais pas parler de ce qu'ils proposent parce que sinon on n'est pas couché, voilà. Et on a eu l'AG au mois de janvier et je vais vous raconter une petite anecdote, notamment une citation de Franck Supplisson qui vaut son pesant d'or. L'Assemblée générale, donc au mois de janvier, on a des tas de choses à se dire parce que ça démarre sur les chapeaux de roue et on apprend quand même que le président de l'agglo, Franck Supplisson, va être là. Bon, d'accord, ok, on ne pourra pas causer entre nous, mais bon, il va être là, tant mieux, etc. Et quand il vient avec qui, bras dessus, avec Benoît Dijon, naturellement. Oui, Benoît Dijon est là. On apprend d'ailleurs tout son amour qu'il a pour le vélo. Ça nous a bien fait sourire. Ça a énervé des gens du nord de Montargis. Bref, voilà. Et il nous a présenté un petit dispositif nouveau, enfin, qui est de permettre avec son smartphone de pouvoir valider son ticket ou je ne sais pas quoi, son abonnement. Voilà, ça existait déjà à Dijon. Vous voyez la blague qui arrive. Et donc, Franck Supplisson dit, eh bien voilà, la deuxième ville qui va s'y mettre, c'est Montargis. Comme ça, on dira que ça existe à Montargis et que ce n'est pas que la ville de Dijon. Rétrospectivement, cette phrase, quand on y réfléchit, enfin, je vous laisse méditer. Voilà, longue vie à l'association sur la mobilité l'Ouest. Alors, il ne vous a pas échappé que nous sommes une liste citoyenne. Autrement dit, nous essayons de cultiver une démarche proche des habitants et des habitantes de Montargis. Et ça, depuis le début, nous avons proclamé que c'était essentiel pour nous que de redonner confiance aux habitants et aux habitantes de Montargis dans leur politique. Aux dernières élections municipales, il y a eu près de 50% d'abstention à Montargis. C'est énorme. Nationalement, on n'en est pas là du tout. Même si les taux de participation ne sont pas élevés, malgré tout, à Montargis, c'est catastrophique. Je pense que les habitants de Montargis n'ont plus confiance dans leurs élus. Ils savent que leur parole ne sert à rien et que de toute façon, ils ne sont pas écoutés. Et je peux en témoigner par rapport à un certain nombre d'aménagements dans mon quartier. Alors, lorsque nous nous sommes lancés en 2014, nous nous sommes dit, bien, l'essentiel, il est là. C'est effectivement de redonner confiance aux citoyens en essayant de développer une démarche participative. Participative, ça signifie que nous allons aller dans les quartiers et puis nous allons donner la parole aux habitants. Mais c'était compliqué à mettre en œuvre. Alors, nous nous sommes tournés vers une ville de la Drôme qui s'appelle Saillant, qui, en 2014, a présenté une liste citoyenne et qui, en 2014, a été élue. Et donc, depuis 6 ans, cette ville fonctionne avec, effectivement, une démarche citoyenne. Alors, la ville est plus petite que Montargis, nous sommes d'accord. Mais l'idée, c'était de transposer ce qu'ils ont fait à Saillant, en l'adaptant, évidemment, et en proposant une vraie démarche citoyenne. Alors, je ne vais pas décrire
tout le schéma auquel nous avons beaucoup réfléchi, mais malgré tout dire un certain nombre de choses. La première, c'est que nous avons scindé Montargis en 7 quartiers. Et dans chacun de ces quartiers, nous avons essayé de trouver des élus qui seraient représentants, référents de ces quartiers. Et dans chacun de ces quartiers, nous allons construire un comité de quartier qui permettra à chaque habitant, effectivement, d'abord d'entrer en contact avec son élu, mais aussi d'accéder à des services publics liés à la mairie, et ensuite d'avoir la parole, de faire des propositions, de réfléchir tous ensemble, d'apprendre à travailler ensemble, quels que soient les âges et les origines, et de construire ensemble des projets. Chaque habitant de Montargis, et pas seulement les citoyens, mais tous les habitants de Montargis pourront accéder à ces services. Et tous les habitants de Montargis pourront effectivement proposer des choses. Voilà. À l'heure actuelle, ce qu'on propose aux citoyens, c'est on vous invite à une réunion et dit ben voilà ce qu'on va faire. Voilà ce qu'on va faire au Port Saint-Roch, voilà ce qu'on va faire à la caserne Gudin. C'est bien, vous êtes contents, tant mieux, parce que c'est ce qu'on va faire. Nous, ce qu'on va proposer, c'est quelque chose de complètement différent. On va proposer à tous les citoyens d'entrer avec nous dans la démarche d'élaboration du projet, entendre les propositions, et toutes celles et ceux qui voudront participer à l'élaboration du projet et la concrétisation du projet pourront le faire. Voilà. Pour ce qui est justement des exemples que j'ai cités, si c'est possible, en fonction de ce qui a été signé, nous le découvrirons un peu plus tard, nous remettrons tout à plat pour permettre aux citoyens de ces quartiers, et même des usagers de manière plus générale, de participer à l'élaboration de ces projets. C'est essentiel pour nous. Et c'est ça la démarche participative. Et c'est ce que nous avons effectivement découvert à travers la ville de Saillant et son expérience. Et donc, ce que nous disons maintenant, nous allons véritablement le faire. Et c'est pour ça qu'on est là, pour justement donner la possibilité à tous les habitants de Montargis de le faire. Voilà. Merci. Vous avez été bien meilleur sur le timing, bravo. On peut les applaudir encore une fois, parce qu'ils ont été merveilleux. Alors, vous avez fait connaissance là avec ceux qui étaient colistiers en 2014. Et cette liste, aujourd'hui, elle a quand même 35 membres. Et donc, il y a de nouveaux colistiers. Et je pense que c'est le moment de faire connaissance avec eux, chacun de ces colistiers qui a rejoint la liste. Donc, je vais rappeler Christian Villain, qui repart également pour 2020. Myriam Besson. Olivier Masson. Éline Leroy. Alphonse Profit. Cécile Valk. Maurice Mauduit. Gloria Bure. Dominique Cadoret. Lady Compère. Jean-Loup Guéler ne peut pas être parmi nous ce soir. Maria Vinas. Olivier Badin de Montjoie. Kouta Fofana. Cyril Bonin, Il n'a pas pu venir ce soir. qui est coincé pour le travail. Elive Gokan. Patrice Ganouna. Valérie Nègre. Frédéric Besson. Ursule Dufourc. Gwenaël Herlin. Marthe Danzon. Dominique Barnier. Leïla Kamouchi qui ne peut pas venir ce soir. Jean-Jacques Labarère. Sportif. Katia Strasman. Luc Tinceau, qui ne peut pas nous rejoindre ce soir. Marie-Laure Gasnier. Félix Kunkler. Lanne Van qui ne peut pas venir ce soir. Cédric Galino, qui ne peut pas non plus être des nôtres. Véronique Blanchet. Et Alain Dunis. Alors il y a donc, avec Véronique qui arrive, 33 conseillers municipaux et 2 remplaçants.
Donc, sur ces 35 candidats, 34 habitent au quotidien Montargis et l'un est commerçant en centre-ville de Montargis. C'est essentiel pour nous. Si vous étudiez un peu les autres listes, vous apercevez qu'il y a beaucoup de colistiers, voire même des maires, qui n'habitent pas à Montargis. Nous, on est tous de Montargis et on est tous soucieux de ce qui se passe à Montargis. C'est vraiment pour ça qu'on est là. Alors après, si vous voulez des statistiques, la moyenne d'âge est de 52 ans. Voilà, de nombreuses professions sont représentées et il y a au moins un colistier par quartier. Voilà. Donc je vous propose d'applaudir les citoyens du Montargois qui vont travailler avec vous pendant 6 ans. Je passe à la suite. Ben merci. Ils sont beaux, hein. C'est pas mal. Et Sauf que la photo est sympa. J'espère que vous en avez pris plein parce que la photo est chouette. Et vous pourrez évidemment, à la fin de la réunion, enfin sur le dernier temps, venir à notre rencontre à chacun. Il y aura un temps exprès pour ça. Bon alors, Édouard, moi j'ai une question à te poser. Dis-moi. Parce qu'il y a un truc qui est bizarre. C'est une liste citoyenne participative et pourtant il y a des priorités, enfin un programme pour la première année. Explique-moi. C'est une question à laquelle nous avons réfléchi, parce que nous sommes avant tout une liste citoyenne. Alors on dit d'un côté citoyenne ou bien participative. En tout cas, l'idée, c'est de donner la parole aux habitants pour réaliser le programme. Ce que nous avons fait dans le cadre de nos balades citoyennes. Mais nous nous sommes dit qu'il était nécessaire de mettre en œuvre quelques réflexions pour la première année. Oui, parce que la démarche citoyenne va prendre un certain temps à se mettre en œuvre. Il va falloir que les gens prennent confiance, acceptent de venir à des réunions, à organiser des comités de quartier, mettre en œuvre dans chaque quartier la démarche. Ça risque de prendre un peu de temps. On va s'y atteler très rapidement, hein, on est d'accord. Mais malgré tout, la première année, il convient d'avoir réfléchi. Et on a réfléchi pendant ces 6 années de mandat, à travers les balades citoyennes, à travers le travail en commission, à travers les problématiques que nous avons repérées à Montargis, et nous avons défini des pistes. Voilà. Donc, en parallèle de la démarche citoyenne que l'on va mener très rapidement, on a aussi déjà des pistes sérieuses de travaux que nous allons mener. Voilà. Et justement, c'est l'objet. Et c'est ces priorités-là qui vont vous être présentées maintenant. Donc, ces balises, c'est toi qui redémarres. Je vais vous présenter celles que... Alors, l'ordre dans lequel on va vous les présenter n'est pas un ordre d'importance, mais... Voilà. Donc la première qui vous est présentée, c'est de proposer un autre schéma municipal, puisque vous l'avez compris, l'organisation actuelle de la mairie nous laisse un peu sur notre faim. Et donc nous avons réfléchi à l'aide d'exemples pris dans une petite commune comme Saillant, 1200 habitants, dans des plus grosses communes comme Dunkerque, qui sont assez pionniers en matière de transition, et en particulier pour la participation. Donc nous avons pioché des savoir-faire un peu à droite à gauche et pour élaborer un nouveau schéma municipal, c'est-à-dire une autre organisation. Cette organisation a été présentée en réunion publique au mois de novembre, a permis d'être amendée par les réflexions que nous avons reçues lors de cette réunion publique. Donc les points principaux de ce schéma, c'est d'une part que les commissions thématiques de la mairie, enfance, travaux, finances, puissent être ouvertes à des citoyens volontaires en début de mandat qui s'engageraient sur le long terme. Par ailleurs, là, ça on en a beaucoup parlé, et puis j'ai l'impression que dans d'autres listes ça fait aussi consensus, cette idée de comité de quartier. Alors je ne sais pas ce que tout le monde met derrière la notion de comité de quartier ou conseil de quartier. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans notre schéma, ces comités seraient indépendants de la mairie avec un bureau d'habitants élus et auraient pour compétence, on va dire, de s'emparer des questions d'aménagement de quartier, typiquement une petite aire de jeu pour les enfants, participer aux réflexions pour la rénovation d'une rue, les aménagements plus à l'échelle du quartier et aussi les événements sociaux, une fête, une brocante, une activité avec les écoles, on peut imaginer divers événements. Et donc c'est les compétences. Et sur la manière de fonctionner, on souhaiterait aussi dédier un budget, petit budget de fonctionnement et une petite part du budget d'investissement de la ville à des budgets participatifs, c'est-à-dire que c'est les habitants qui font des propositions de projets et qui choisissent
un projet à porter chaque année et donc à financer chaque année sur ce budget participatif. Donc évidemment, il faudra un accompagnement par un agent de la ville formé aux techniques de participation, parce que ça ne s'invente pas de mettre autour de la table chacun avec son idée. Et voilà. Donc il y a des techniques, il y a des outils pour ça. Donc voilà, les commissions ouvertes, les conseils de quartier, et il y aura également d'autres commissions ouvertes à des citoyens, en particulier une commission éthique et transparence, dépositaire des déclarations d'intérêt des élus et formés aux questions d'éthique afin d'alerter les élus sur les conflits d'intérêts potentiels. Et également une commission qu'on peut appeler observatoire de la participation et qui évaluera les techniques mises en place pour la participation et qui garantira qu'on remplit bien notre contrat de faire vivre la participation des citoyens. J'oublie une dernière structure qu'on imagine dans ce schéma, c'est ce qu'on a appelé le groupe action-projet. C'est-à-dire que sur une sous-thématique ou sur un projet, on pourra faire se réunir des habitants, un agent de la ville, un élu, et qui vont suivre le projet du début jusqu'à son évaluation, pour que les projets soient menés avec les habitants. Voilà, le schéma plus détaillé est disponible aussi sur une petite animation sur notre site internet, ou si vous avez des questions, je suis disponible à la fin. Et je laisse la parole à Cécile. Bonsoir. Alors, dans un premier temps, je vais vous présenter le plan de rénovation des bâtiments publics. Il y a déjà un document qui est sorti du Conseil d'orientation énergétique du patrimoine. Et dans ce bilan d'études, il est montré que la consommation annuelle de nos établissements et de tous les bâtiments publics de Montargis coûte une somme de presque 800 000 € par an. Ce n'est pas une petite somme, et tout ça représente en fait 1,5 fois la performance moyenne nationale au mètre carré. Ça représente aussi 2 fois la consommation moyenne nationale par habitant. Et on a constaté des points faibles. Parmi les points faibles, la vétusté des isolations pour les murs et les planchers hauts, ainsi que les menuiseries extérieures. Et puis le chauffage électrique qui a un ratio de 2,58% par rapport aux autres pour les énergies primaires. Et puis les chaudières anciennes qui ne récupéraient pas les fumées et qui évidemment étaient un peu plus polluantes. Les points forts, ce sont les équipements de chauffage qui ont un raccordement sur le réseau de chaleur et notamment la biomasse qui est utilisée dans ces réseaux de chaleur. Les étapes suivantes, ce seront celles de budgétisation des travaux par 3 axes. La sobriété, donc la sobriété en mettant les fournisseurs en concurrence et en mutualisant aussi les achats. L'efficacité de l'isolation, la rénovation des chaufferies, et en même temps le développement des nouvelles technologies dans des projets qui permettront de découvrir d'autres moyens de production de chaleur. Et enfin, les énergies renouvelables qui permettront d'être un peu plus vertueux et, si possible, d'arriver à une énergie positive. Dans un deuxième temps, je vais vous présenter aussi la lutte contre la précarité énergétique dans des ménages en difficulté. Alors, on sait qu'à Montargis, à peu près 30% des ménages vivent en dessous du seuil de pauvreté. On n'a pas vraiment d'évaluation d'état des lieux de la situation actuelle, mais pour avoir déjà fait des comptes en 2014, on sait qu'il y a à peu près 44%, c'est-à-dire à peu près 250 ménages qui dépensent des sommes énormes rien que pour l'énergie et qui auraient besoin d'aide pour pouvoir améliorer la situation. Donc notre but, ce serait de mettre en place un dispositif qui s'appelle le SLIM, qui a déjà été mis en place notamment à Bordeaux, et qui commencerait par l'intervention de travailleurs sociaux auprès desquels on pourrait s'informer pour mieux connaître les ménages en difficulté.
À partir de cela, on pourrait établir des diagnostics, décidément je bafouille ce soir, donc des diagnostics sociaux et techniques par rapport au logement. On pourra ainsi importer des conseils bien adaptés à leurs problèmes, et personnalisés, mettre en place des dispositifs, les accompagner et éventuellement même avoir une certaine médiation vis-à-vis des bailleurs et par la suite suivre leur consommation pour voir si tout ça est efficace. Bien évidemment, ce projet impliquera certainement l'emploi d'une personne qui sera un opérateur en contact avec ces ménages. Voilà. Donc, je laisse la parole à Gwenaëlle qui va vous parler de la lutte contre les dépôts sauvages. Bonsoir tout le monde. On a tous été confrontés, en tant que citoyens du Montargois, à la question des déchets, que ce soit au niveau des dépôts sauvages, que ce soit au niveau du recyclage, que ce soit au niveau des mégots, des incivilités, mais aussi l'accès à la déchetterie et à l'information qui concerne tout ce qui est le recyclage. La ville de Montargis a à peu près une demi-journée par semaine concernant le recyclage de tout ce qui est encombrant. Et finalement, on trouve, et je pense que vous trouvez aussi que ce n'est pas assez. Et il y a beaucoup de périodes où, en cas de déménagement, on laisse beaucoup de cartons. En cas de, je sais pas, pendant les fêtes de Noël, on a toujours pas mal de déchets, des encombrants qui traînent. Et donc, on propose plusieurs solutions. La première, déjà, et je parle en tant que citoyen du Montargois, moi je suis arrivé en 2015, c'était la difficulté à trouver l'information, à se déplacer à Corquilleroy pour demander sa carte à la déchetterie. Enfin, déjà que je suis pas doué avec l'administration, mais fallait aller la chercher cette information-là. Et finalement, ce qu'on propose, nous, c'est aux arrivants du Montargois, aux nouveaux arrivants tels que moi, il y a 4-5 ans en arrière, de fournir la carte de la déchetterie directement à la mairie, de fournir avec le livret d'accueil tout ce qui est information de recyclage, et aussi de... Je me suis un peu perdu. Et de mettre en place, un relevé périodique ou, à la demande, des encombrants en cas de problème. L'autre problème aussi, finalement, je pense que c'est aussi réinstaurer un dialogue, que ce soit avec Smirtom qui s'occupe de la notion des déchets, revoir avec Smirtom tout ce qui est les apports volontaires des dépôts, ce que vous voyez sur les bords de fin de rue qui posent problème par rapport aux odeurs, etc. Essayer d'améliorer le système de recyclage. De réinstaurer aussi un dialogue avec les associations et avec vous, les citoyens, du coup, pour le coup, qui êtes à même de mieux connaître les problèmes de déchets au sein de la ville du Montargois. Je vais finir sur un petit point. C'est aussi proposer, alors bien sûr il ne s'agit pas de tout mettre en place, mais aussi parfois d'envisager peut-être la sanction, dans le sens où quoi qu'on fasse, de toute façon il y aura toujours des incivilités. Et dans l'idée aussi, ce serait de réinstaurer et de former des agents de la mairie à pouvoir contrôler l'état de la propreté de la ville, et la bonne gestion du recyclage, et voire sanctionner en cas de délit. Je vais laisser la place à Olivier, qui va nous parler du centre-ville et des grands projets du centre-ville. Merci. Alors, tout à l'heure, Édouard m'a bien dit, les grands projets, il faut que tu parles de Gudin, il faut que tu parles du Port Saint-Roch, et aussi Cœur de Ville. Il y a des choses un peu différentes. Alors, je vais commencer par la caserne Gudin, donc, qui a alimenté la chronique. On a eu un festival d'annonces là depuis 1 an et demi. Il y a une université chinoise qui arrive, il va y avoir ceci qui va être là, puis sinon, et puis tous les débats autour de Nexity et du prix de vente à Nexity. Voilà. C'est assez surprenant, cette résidence senior, pour ceux qui ne sont pas au courant. Donc cette résidence senior, c'est très bien de faire venir des gens qui ont une résidence un peu de luxe, avec des salles de sport privatives, etc. Venir en Montargis, pourquoi pas. C'est un peu bizarre de les mettre à un endroit où il y aura quand même des travaux peut-être pendant 10 ou 15 ans, où il va y avoir du bruit.
Ou peut-être qu'on va installer une salle de spectacle. Enfin, c'est assez bizarre. C'est d'autant plus bizarre qu'en même temps, on avait demandé, l'agglomération à missionner 3 cabinets d'études pour imaginer le lieu et l'espace des lieux. Donc, il y a eu une exposition qui était au Tivoli, qui était très bien, là, avec les propositions des 3 cabinets d'architectes. Eux, ils ont travaillé en apprenant que ça changeait tous les 15 jours. C'est assez bizarre de travailler comme ça. Voilà. Voilà, donc on se pose la question de savoir comment le projet est piloté. On s'interroge aussi parce que, comment dire, il y a eu une sorte de conseil citoyen qui a été mis en place par le président de l'agglomération, sans une délibération de l'agglomération. On ne sait pas qui est-ce qu'il compose, on ne sait pas pourquoi, quelle est sa mission. Enfin, on l'a découvert dans la réunion publique, évidemment. Alors qu'il y a un conseil de développement à l'agglo. Il y a même quelqu'un dans la salle qui a beaucoup travaillé sur le projet de ce conseil de développement, qui a fait des propositions. Le conseil de développement, ça réunit des acteurs du territoire et qui, bénévolement, proposent des idées, qui font des études, etc. C'est même pas communiqué aux élus. Je ne dis pas encore les habitants, ça pourrait être communiqué aux habitants, mais même pas aux élus. Voilà. Ça, c'est comme pour la CCSPL, hein, les observations des associations en commission consultative des services publics locaux, c'est pas communiqué aux élus. Il y a un minimum à faire quand même à l'agglo, hein, je pense. Voilà. Lise Gabriel, dans une réunion publique, là, avait proposé que Next City, pourquoi il ne le mettriez pas au Port Saint-Roch, puisqu'il y a un espace qui vient de se libérer. Voilà. Ça serait peut-être plus raisonnable. Ça mériterait d'être regardé sans être balayé d'un revers de main. Comme ça a été fait par le président Supplisson. Voilà. Alors bien sûr, on va me dire, ah oui, mais il faut tout renégocier, vous comprenez, tout le monde s'est mis d'accord. C'est ce qu'a dit Benoît Dijon lundi à France Bleu. Il a dit, mais quand même, il y a l'agglo, il y a le département, il y a la région, il y a 2 millions, 3 millions par-ci, 2 millions par-là, 5 millions par-là, le tourisme, ça, c'est important, on s'est mis d'accord. Oui, je crois qu'il y a les élections. Puis je crois que demain, le nouveau maire de Montargis dira, écoutez, on va regarder le projet. Et il va rencontrer le président du conseil départemental. On va rediscuter. Et puis le tourisme, et puis voilà. Tout se rediscute, tout se négocie, voilà, tranquillement, voilà. Oui, c'est le tourisme. Le tourisme est une compétence qui est partagée. Le département, la région, l'agglo, tout le monde peut intervenir sur le tourisme. Très bien, il y a plein de choses à développer sur le tourisme. Est-ce qu'il faut tout mettre au Port Saint-Roch? Je ne sais pas. Il y a plusieurs sortes de tourisme aussi à développer. Il y a un grand potentiel touristique à Montargis. Il y a plein de choses à imaginer. Voilà. Donc, il va falloir remettre des choses à plat, effectivement, et c'est cette logique de concertation, voilà. Alors moi, j'ai des tas de projets, j'ai des tas d'idées pour Gudin, mais je ne vais pas vous en parler. Voilà, c'est simple, je ne suis pas là pour ça, il faut parler du centre-ville et de l'action cœur de ville. Alors, c'est un projet qui est lancé par l'État, qui a proposé de revitaliser les centres-villes, donc des petites villes, pas les métropoles, celles qui perdent un peu des habitants, qui voient leur commerce disparaître, etc. Donc Montargis, Gien et Pithiviers peuvent en bénéficier dans le département. Voilà, le maire de Montargis nous a présenté ça au conseil municipal en nous disant il y a plusieurs actes, tout ça, enfin, on va mettre des logements en centre-ville. Il nous a vendu une opération, on disait c'est bien ce que vous allez faire, rénover des logements en centre-ville, vous savez, les premiers étages au-dessus des commerces qui sont vides, et s'il y a plus d'habitants en centre-ville, ça va aider aussi le commerce d'ailleurs, tout simplement. Il suffit de lire les travaux qu'ont fait Olivier Rasmont, dont je parlais tout à l'heure. Voilà. Très bien. Bon, et puis finalement, c'est pas forcément vers ça qu'on s'oriente. Alors on nous annonce des choses, oui, je vais pas parler de la rue Général Leclerc, c'est trop long, etc. Il paraît qu'il faut que je parle de la pêcherie. Si, Monsieur Dijon a raison sur un point. Il y a quelque chose à la pêcherie qu'il faut absolument connaître. Si vous avez la chance, j'ai réussi, j'y suis rentré, allez juste à l'arrière de la boutique sucré salé, la cuisine qui est là, et vous jetez un coup d'œil là, et bien effectivement, il y a de l'eau qui circule avec des petits ponts, c'est formidable. C'est pour ça qu'il veut créer un pont qui va nous coûter on ne sait plus combien. Pour là, tout simplement, le bâtiment à côté, il a qu'à faire un grand couloir, rénover le bout, et puis faire un petit observatoire. Les touristes seront là, ils seront contents, ils verront ça, et ça nous coûtera quand même moins cher. Voilà. J'ai fini avec l'action cœur de ville, tout ça. Oui, bon, c'est tout. Merci, il faut que j'arrête là. Oui. Oui, là c'est... Vous n'en avez pas fini avec moi.
Concerter sur le plan de circulation, le stationnement et les livraisons. Voilà, il paraît qu'il faut que je cause aussi de ça. Alors, c'est un vrai souci, cette question. Alors, c'est compliqué de parler de la mobilité parce qu'il faut vraiment penser la mobilité à l'échelle de l'agglo, les bus par exemple, mais pas seulement la continuité du parcours cycliste, c'est pas moi qui en parle, c'est Cécile tout à l'heure, plein d'autres choses, et puis à l'échelle du pôle d'équilibre territorial et rural. En fait, on sait qu'à Montargis, la ville-centre, et surtout le centre-ville de la ville-centre, attire du monde, tous les gens, pratiquement, pas tous les jours, mais assez fréquemment. Et il y a des petits soucis avec le stationnement. Je ne vais pas réaborder cette question. Comment est-ce qu'on peut changer les choses? D'abord, il y a une première chose qui n'a pas été prise en compte, c'est qu'effectivement, il y a des gens qui tous les jours viennent à Montargis pour travailler. Voilà. Ces gens-là, où est-ce qu'ils mettent leur voiture? Derrière, là, au Paty, c'est gratuit. Et ça pourrait être un espace qui pourrait servir justement pour les gens qui viennent dans la journée et trouver un parking gratuit avec une zone bleue. Si vous mettez une zone bleue là, les gens qui travaillent, ils ne pourront pas. Donc ils ont eu une très bonne idée, l'équipe actuelle, c'était d'ouvrir un parking à Gudin. Ils ont dit on va augmenter la navette, voilà, le mardi et le mercredi un petit peu plus tôt. Mais le problème, c'est à 8h du matin qu'il faut qu'il y ait une navette pour que les gens qui travaillent puissent déposer leur voiture là-bas et puis venir travailler en centre-ville tranquillement. Il faut peut-être imaginer des espaces où il y a des parkings relais à l'entrée, soit de l'agglomération, soit de la ville, etc. Enfin, où le parking est gratuit et les gens libèrent de l'espace. On pourrait aussi optimiser les parkings qui sont là, le parking de Doré, qui est place de la Boulevard des Belles Manières, ou le parking de l'hôtel de ville, qui est rue Gambetta, qui sont très très peu utilisés. Voilà. Donc il y a plein de solutions là-dessus. Alors pour arriver à cela, il va falloir concerter avec les entreprises. Voilà. Dans les propositions, oui, le dernier kilomètre, la livraison dernier kilomètre, elle aime le dire. Donc il y a beaucoup de solutions alternatives pour la livraison au dernier kilomètre avec un espace relais. Je ne veux pas dire une bêtise. Tu me coupes. Il faut que je passe à la suite. Donc, bon, on a plein d'idées, mais on passe à la suite. Et donc, je vais donner la parole à Cécile qui va nous dire des choses bien plus précises et ciblées sur le programme vélo et le plan de mise en accessibilité. Cécile, où es-tu? Elle est là. Alors, je reprends avec le programme vélo. D'abord, on a établi un petit peu les besoins, puisque le premier besoin, c'est de pouvoir se déplacer pour aller à l'école, se déplacer pour aller au travail, pour aller à différents services publics, pour aller faire les courses, pour aller à la gare, mais aussi se déplacer pour le loisir. Les vertus des déplacements à vélo, c'est le coût déjà, qui est moindre que par rapport avec une auto. L'environnement, le respect de l'environnement, bien sûr, puisque on n'a pas de gaz à effet de serre, on a juste nos muscles pour avancer, donc c'est très bien. Et en plus, troisième vertu, la santé. Donc, évidemment, toutes ces transformations, éventuellement, nécessiteront obligatoirement la communication entre les usagers, c'est-à-dire les parents avec leurs enfants, les personnes à mobilité réduite, les anciens, les piétons, les automobilistes. Donc on ne va pas prendre la décision tout seul, il faut que tout le monde puisse circuler aussi. Et puis il faut voir aussi les besoins dans les 7 quartiers qu'on a prévu de mettre en place, puisqu'il y aura des particularités que les citoyens qui habitent ces quartiers connaîtront bien mieux que nous encore. Les parcours qu'on prévoit, les pistes cyclables devront être sécurisées. Alors parfois, on établira peut-être des sens uniques, des séparations des voies, des zones à 30 km par heure, pour permettre un échange avec les différents autres transports. Et il faudra évidemment aussi travailler avec la communauté d'agglomération, puisqu'il faudra prévoir aussi de pouvoir aller, par exemple, jusqu'à l'hôpital. Qui dit utilisation de vélo, dit aussi pouvoir parquer le vélo à un endroit en toute sécurité. Donc il faudra des parkings. On a fait le tour, on a vu qu'ils étaient peu nombreux. Donc il va falloir augmenter le nombre d'endroits où on va pouvoir parquer les vélos. Il va falloir augmenter le nombre de places aussi. Leur visibilité, parce qu'il y a différentes manières de pouvoir stocker les vélos. Donc évidemment, il faut les repérer. Un coup c'est d'une forme, un coup c'est d'une autre forme. Il faudrait une sorte d'uniformité pour tout ça. Et puis il va falloir aussi augmenter la sécurité. Les vélos qui ont des attaches très basses, visiblement on attache une roue mais le reste peut partir. Donc il vaut mieux avoir une attache haute où on puisse attacher mieux le tout. Ou des box
des box d'ailleurs qui pourraient être mis en place comme à la gare, un endroit où on peut le laisser pour la journée, ou quand on va travailler, si on décide de se déplacer en vélo pour aller jusqu'à son lieu de travail. Il va falloir évidemment prévoir ça dans le mandat, donc commencer par une étude pertinente, en accord avec chacun, mettre en place les travaux et y aller progressivement sans perturber tout d'un coup. On a prévu aussi une piste d'apprentissage pour les petits, peut-être pour les plus grands aussi d'ailleurs, où les parents pourront emmener les enfants, s'habituer un petit peu aussi aux panneaux, et puis ponctuellement avoir éventuellement un animateur. Et enfin, pour ceux qui ont un petit peu plus de mal financièrement, une aide peut peut-être permettre d'acquérir une bicyclette, grâce notamment à l'association 1000 Sourires. Voilà. Donc, je laisse la place à Christian pour le centre de santé. Christian, tu es bref et concis. Le parcours, on a plusieurs idées, notamment le lac des Closiers. Je vous propose qu'on en discute plutôt à la fin, si ça ne vous embête pas. Merci. Donc le centre de santé, c'est une priorité essentielle pour Montargis. Et quand on parle de centre de santé, on parle d'accessibilité aux soins, non seulement médicaux, mais aussi dentaires et kinésithérapeutiques. Alors on va se concentrer sur ce qui est médical. Donc on est arrivé à la conclusion après un raisonnement qui tient compte de la démographie, qui tient compte des solutions déjà mises en place, qui tient compte des souhaits d'installation des nouveaux confrères, qui sont des jeunes femmes, qui sont pas forcément à temps plein, qui veulent une souplesse dans le fonctionnement. On est donc arrivé à la conclusion qu'il fallait mettre en place un centre de santé avec plusieurs originalités dans notre proposition. La première, c'est que ce centre de santé, il sera ouvert à des salariés, bien sûr, mais pas forcément uniquement. On peut penser que des médecins libéraux auront finalement trouvé l'intérêt de venir dans un centre où le secrétariat, le ménage, la comptabilité seront exercés par d'autres que des médecins. L'autre originalité, c'est qu'on a tous inquiets à la retraite par la pénurie de médecins qui s'aggrave. On a donc constitué un collectif médical de parrainage. Notre idée, c'est de parrainer l'arrivée des nouveaux et des nouvelles confrères en les aidant, en leur fournissant le réseau d'aide dont ils ont besoin. On a aussi pensé que le mode de fonctionnement n'est pas forcément un mode municipal totalement. Ça peut être un mode associatif avec un adossement, par exemple, pour les locaux au niveau de la mairie, ce qui permettrait de créer un dispositif qui aurait intérêt à être central et qui permettra de redynamiser le quartier dans lequel il se situera. Il faut un projet absolument ambitieux. On a vu que les solutions qui ont été mises en place avec 2 bureaux médicaux, c'est loin de faire le compte. Il faut un dispositif avec beaucoup de bureaux médicaux, même si on ne les remplit pas tous. Il faut trouver un coordinateur qui sera salarié avec de bons émoluments, de façon à assurer le démarrage, le projet médical qui comprendra forcément des solutions de partage de dossiers pour que l'agence régionale de santé accorde les subventions qui peuvent permettre de démarrer. Voilà. Les exemples qu'on a vus à Doma ou à Courtenay, qui nous ont été présentés, puisqu'ils viennent de se mettre en place, montrent qu'on peut avoir un équilibre financier. Donc le problème financier se posera initialement en termes d'investissement, et je pense que l'agence puis le fonctionnement permettront d'assurer un équilibre financier qui n'est pas le problème essentiel qu'on peut rencontrer. Voilà, j'en dis pas plus, parce que sinon je vais me faire discuter par le maître de cérémonie. Merci. Et Gloria va prendre la parole sur les poursuivre les actions de prévention. À droite. Donc, Christian vous a parlé du 31 mai 2016. Alors, je voudrais vous partager mon vécu de cette petite journée. Alors, à ce jour-là, j'ai travaillé au CFA. À midi, la directrice du centre a reçu l'appel qu'il fallait dire aux étudiants, surtout ceux qui habitaient loin, de partir. OK. Elle a commencé la procédure d'évaluation. Pour les mineurs, elle a appelé les parents.
Et petit à petit, ils se sont mis à dispatcher les élèves. Les majeurs, ils pourraient partir, les mineurs, ils s'attendaient les parents. Une fois qu'on a fini et on a décidé de partir pour voir nos familles, j'arrive chez moi, mes fils étaient à la maison car s'ils étaient au collège de Chanchon, ils étaient externes. Alors en entendant cet appel, je dis, bon, vous ne retournez pas au collège et on va voir. À ce moment-là, je pars à la cantine des pasteurs et je demande s'ils avaient des nouvelles. Et le personnel de la mairie, non, on n'a pas reçu de nouvelles. Et moi, j'étais un peu préoccupée parce que la mairie l'avait déjà appelé. Et je me suis dit, mais comment est-ce qu'on a des informations au CFA et pas au primaire? Alors, ils n'ont pas laissé prendre mon fils. Je suis retournée à la maison. J'étais en train de voir qu'est-ce que ça passe. Et vers 15 heures, je reçois l'appel du directeur des pasteurs. Madame, vous pouvez venir chercher votre enfant. J'arrive à Pasteur et je vois la cour à moitié inondée. Ok, un peu peur, je prends mon fils et je retourne à la maison. Et c'était vraiment très compliqué jusqu'à soir que mon mari est arrivé. Et les soirs aussi compliqués. À certains moments, on a vu que l'eau est montée. Personne n'est venu nous dire quoi que ce soit. Personne n'est venu vérifier s'il y avait des besoins spécifiques à la maison. Heureusement qu'il y avait une partie de la maison qui était en haut. Et pour finir, le lendemain, vers 11h, les pompiers sont venus nous chercher dans une barque. Alors, j'ai su qu'après, en octobre 2019, il y a eu un cabinet qui était mandaté pour revoir les plans communaux de sauvegarde. Apparemment, on n'a pas eu la version finale. Et vraiment, la priorité pour cette année, c'est qu'on teste cette plan, que jamais cette sensation de ne rien savoir et être dans l'attente de qu'on ne sait pas qu'est-ce que ça va se passer, on n'arrive plus jamais à aucun habitant de Montargois. Donc, d'abord, c'est obtenir les documents finaux des plans communaux de sauvegarde, poursuivre les actions de prévention, les tester, vraiment les tester, que tout le monde sache quoi faire dans cette situation-là. Et je crois que c'est ça, qu'aucun habitant de Montargois reste dans l'inconnu et de qu'est-ce qu'on doit faire. Alors, Myriam, elle est où? Non, pardon, Éline d'abord, sur l'emploi. Bonsoir à tous. Alors, mon sujet ce soir, c'est favoriser l'adéquation formation-emploi et anticiper sur l'économie de demain. Avant de chercher un emploi, nous commençons par nous former à l'école. Même si le Montargois ne possède pas tous les enseignements, et pas d'exceptionnel, globalement, les thèmes enseignés correspondent à l'actualité de notre territoire. Souvent, les jeunes doivent partir pour faire leurs études ailleurs. Nous ne pouvons pas avoir tous les enseignements de France et de Navarre concentrés à Montargis. C'est un fait. Ce que nous pouvons faire, c'est un état des lieux des formations et des emplois qui demeurent vides. Rendre les études enseignées et les formations cohérentes face aux emplois à pourvoir ou à créer dans le Montargois. Pour commencer, valorisons les apprentissages et les métiers attachés à nos besoins premiers. La boulangerie, le maraîchage, la coiffure, la maçonnerie et tant d'autres qui sont directement impliqués dans notre qualité de vie, par la proximité et les échanges humains. Nous mettrons en place des ateliers de découverte pour les jeunes et les collégiens animés par des professionnels. L'agglomération montargoise peut poursuivre son histoire en étant terre d'industrie, mais pas à n'importe quel prix. Les industries nouvelles et les anciennes doivent s'adapter à l'éthique de notre territoire. La création réelle d'emplois locaux et le respect de notre environnement feront partie de nos demandes. Nous favoriserons le Made in France et le Made in Gâtinais. Tout en restant fidèle à son passé, le Montargois peut s'ouvrir vers d'autres économies, d'autres emplois motivés par la demande de nouveaux consommateurs, comme les circuits courts et l'éco-construction.
Aussi, il doit se tourner vers l'avenir avec les outils indispensables de notre société, le numérique et les nouvelles technologies. Sans oublier le tourisme, qui, même s'il est discret aujourd'hui, pourra prendre de l'essor grâce à notre qualité de vie et à l'identité que nous véhiculerons par nos savoir-faire, notre patrimoine, nos musées, nos métiers d'art et bien d'autres choses. Les meilleurs ambassadeurs ou ambassadrices seront les habitants et habitantes qui vivront avec plaisir dans ce territoire du Montargois. Tout comme les entreprises qui s'exposent dans des salons partout en France, voire plus loin, et qui pourront écrire sur leur stand sans rougir « Entreprise montargoise ». Je vous remercie. Merci. Donc Myriam, sur la qualité des circuits courts à la cantine. Bonsoir. Donc, la cuisine centrale fournit les écoles et les crèches grâce à 6 agents, soit environ 900 repas par jour. Le foyer Émile Cousin, qui est près de la Sirène, a sa propre cuisine. La mairie est déjà engagée dans la démarche Resto Responsable qu'il faudrait rendre plus participative. Notre projet est d'augmenter la part d'alimentation biologique, équitable, et de limiter la consommation de viande de mauvaise qualité, tout en développant les circuits courts. Nous souhaitons que la cuisine centrale utilise au maximum les produits locaux, de qualité et en limitant les déchets. Nous voulons proposer des repas qui donnent envie aux enfants en respectant le budget afin de ne pas augmenter les prix des repas. En conclusion, nous souhaitons travailler dans 4 domaines: le bien-être des convives, l'assiette responsable, les éco-gestes et l'engagement social et territorial. Et donc, je laisse la place à Dominique, qui va nous expliquer comment lutter contre les trafics et la violence. Bonsoir à tous. Donc, je vais vous parler de la lutte contre les trafics et la violence. Avec toute l'équipe, nous souhaitons lutter contre les trafics qui sévissent, drogue, armes, plus particulièrement dans certains quartiers, mais également contre la violence qui gagne du terrain dans tous les niveaux, avec un accent particulier sur les violences faites aux femmes, dont on parle beaucoup dans les médias. En la matière, il faut un équilibre entre la prévention-éducation et la répression. Pour le volet prévention, dans les écoles et centres de loisirs, par l'éducation à la communication non violente et la médiation, l'éducation à l'égalité hommes-femmes. Il faut retrouver des éducateurs de rue pour accompagner les jeunes. Des ponts avec les associations sportives via des séances d'initiation peuvent aussi être envisagés, en particulier lors des forums Ville Active ou quand les villes accueillent les nouveaux arrivants. Nous souhaitons que les agents en contact avec le public soient formés à la médiation et prévention de la violence. Pour le volet répression, il faut améliorer les liens entre la police municipale et la police nationale. La clé sera de trouver davantage de moyens humains en matière de policiers et aussi la formation des policiers. Nous ne croyons pas que la vidéosurveillance soit la solution miracle, mais en la matière, nous souhaitons allonger la durée de conservation des images de vidéosurveillance conformément à la loi, pour passer de 10 jours à 30 jours, ce qui facilite beaucoup les enquêtes de la police, et clarifier les démarches d'accès aux images pour les particuliers. Je vous remercie. Et Lise, pour la mise en place d'une commission d'éthique. Voilà, donc j'en ai déjà parlé tout à l'heure, ce sera aussi une de nos priorités, puisque dans la charte que nous avons tous signée, les colistiers, nous engageons à mettre en ligne les déclarations d'intérêt du maire et des adjoints et à confier à cette commission éthique et transparence les déclarations d'intérêt de tous les autres élus citoyens du Montargois. Donc, sur le fonctionnement de cette commission et de ce qu'on peut envisager, je suis disponible pour les questions tout à l'heure. Wow.
C'est magique. Alphonse, sur le conseil municipal des jeunes. Ça fait 10 secondes, d'accord. Sur la dernière mandature, il y a quelque chose qui est apparu, c'est les instants jeunes. Et moi, j'étais au tout début des instants jeunes, et pendant les instants jeunes, on a réussi, enfin, la mairie a réussi à rassembler pas mal de jeunes et créer cet événement avec eux. Et ils se sont pas mal impliqués. Et donc l'idée, c'est de dire, on peut réussir à rassembler les jeunes sur des projets, l'idée, c'est de créer un conseil municipal des jeunes, en fait, une commission jeune qui serait rattachée à la commission enfance et jeunesse, dans lequel elle aurait pour but de faire pas mal de choses, tout ce qui peut se toucher à la jeunesse, aussi bien les instants jeunes que d'autres choses, notamment s'appuyer peut-être sur la gestion de la maison des jeunes, savoir qu'est-ce qu'il faut faire à l'intérieur, qu'est-ce qu'on peut faire évoluer, enfin tout ce qui touche à la jeunesse. Enfin, voilà. Je pense aussi que les jeunes nous apporteront aussi beaucoup, puisque même moi je ne sais plus comment ils communiquent, je suis devenu un peu obsolète sur leur moyen de communication, il paraît que maintenant c'est plus Facebook, il paraît que c'est d'autres choses, enfin voilà, des petits trucs comme ça, et je pense qu'ils vont nous secouer, et aussi ça va aussi leur permettre de se rendre compte qu'ils peuvent s'investir, et créer aussi le relais par rapport à la suite, pour qu'on puisse laisser la place aux plus jeunes plus tard. Merci, Alphonse. Nous n'avons pas encore tout à fait terminé. Encore un temps après, qui va être l'occasion effectivement d'échanger concrètement. On va vous proposer de rejoindre différents sites, qu'Anne vous présentera tout à l'heure. Voilà, pour discuter concrètement avec les gens de la liste. Voilà. Mais juste avant, je voudrais quand même dire que notre travail, il n'a pas commencé là récemment, on a commencé notre travail en 2013. En 2013, nous avons commencé à travailler tous ensemble. Alors, pas tous ceux qui sont à l'heure actuelle sur la liste des citoyens du Montargois, mais d'autres. Et une partie est restée, d'autres sont arrivés. Et pendant 6 ans de mandat avec nos conseillers municipaux, nous avons travaillé, nous avons fait des balades citoyennes, nous avons rencontré beaucoup de Montargois et de Montargoises. Et on a mis en œuvre un certain nombre de choses. On a essayé de faire avancer les choses sur le plan de la participation et dans bien d'autres domaines. Et à ce moment-là, la campagne, la nouvelle, celle de 2020, est apparue, est arrivée. Voilà, donc depuis le mois de juin, nous avons commencé par des balades citoyennes ou diagnostics en marchant dans les quartiers. On en a fait près d'une quinzaine. Puis nous avons lancé des comités de quartier avec plus ou moins de succès selon les quartiers et puis selon le calendrier. Nous avons également eu quelques réunions publiques thématiques sur des thèmes dans lesquels, et au cours de ces réunions, nous avons fait valider les quelques pistes de propositions que nous avions. Et puis cette réunion d'aujourd'hui qui est qui vous permet d'écouter plusieurs voix de l'équipe vous présenter ce travail. Demain, on est encore en live sur YouTube. Et puis, pour que ce projet vive et qu'on arrive à faire changer les choses, on compte aussi sur vous dimanche. Plusieurs voix, vous avez pu effectivement entendre plusieurs voix. C'est aussi ça la démarche citoyenne. C'est pas simplement 4 personnes qui décident dans un bureau. C'est plusieurs personnes, c'est une équipe qui va intervenir tout au long du mandat. Voilà. Alors, vous l'avez entendu, entre ce que j'ai dit et ce que Lise a dit, nous avons pas mal travaillé depuis 6 ans. Sachez que après l'élection, puisque nous allons être élus, après l'élection, nous ne serons plus les seuls à travailler, puisque vous allez travailler aussi. Nous allons faire appel aux citoyens pour faire avancer tous les projets. On va travailler ensemble. Donc, nous serons beaucoup plus nombreux à travailler sur tous les sujets. Donc, c'est essentiel. On a besoin de votre aide, on a besoin de votre soutien dimanche, et puis le dimanche suivant si nécessaire, pour être élu et pour lancer tous ces projets avec les Montargois, avec les citoyens du Montargois. Donc, votez dimanche prochain, votez pour vous. C'était notre slogan il y a 6 ans. Votez pour vous et votez donc les citoyens du Montargois. Merci beaucoup. Alors, la campagne, elle a duré un certain temps. Tout le monde a travaillé, a distribué des tracts, a été rencontrer les gens. Et il y a un certain nombre de gens qui ont trouvé que les idées de la liste étaient bonnes. Et du coup, je vais inviter Katia à venir présenter le comité de soutien.
Oui, ben alors je vais vous présenter. Donc, en fait, ça va être un petit peu une liste de noms, mais on a un comité de soutien qui est très riche. Et donc, voilà, j'ai le plaisir de vous annoncer que nous avons le docteur Jean-François Charles, le docteur Olivier Strassman, le docteur Emmanuel Bourguignat, le docteur Didier Condy, le docteur Assiba Oubraham, le docteur Viviane Wittmeyer, madame Danielle Nataf, monsieur Henri Daburon, monsieur Jean-Christophe Cicéron, monsieur Bertrand Lacasse, Véronique et Christophe Chevalier, monsieur Philippe Blondeau, Christiane et Jean-Marc Duranton, madame Florence Meunier, madame Christine Pernès, Vincent et Colette Roussel, monsieur Jean-François Lemoult, madame Nadège Rento, le docteur Xavier Marsaudon, le docteur Christophe Laroussini et madame Marie Laroussini, madame Charlène Guittard et le docteur Patrick Hansen. J'aimerais bien que peut-être Jean-Louis et Jean-Marc viennent juste nous dire pourquoi ils ont accepté de faire partie du comité de soutien. Qu'est-ce qui les a motivés? Voilà. Qu'est-ce que vous préférez, un micro fixe ou un micro mobile? Bon, Jean-Marc. Bonjour à tous, donc je m'appelle Jean-Marc Duranton. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis à l'origine de la création de l'association des usagers de l'eau de l'âme, et donc cela fait 5 ans. Hein. Et donc, tout simplement pour prolonger ce qu'a dit Édouard et ce qu'a dit toute l'équipe, en fait, simplement très rapidement ma petite expérience personnelle. En 2015, quand on a commencé à réfléchir sur cette association, j'étais un jeune retraité, je ne connaissais rien au monde associatif et rien sur le fonctionnement d'une municipalité ou d'une agglomération. Et donc, c'est de faire un peu appel à tout le monde, c'est-à-dire qu'on peut s'investir effectivement dans la vie de la société, même en partant de rien, ce qui était mon cas. Alors, c'est sûr que ça demande à apprendre beaucoup de choses. J'ai dû apprendre effectivement comment était organisée une association, comment il fallait faire des statuts, comment tout ça fonctionnait. Et après, on a été effectivement dans des commissions consultatives, des services publics locaux, et on se rend compte effectivement que nos élus, vos futurs élus, ils ne peuvent pas tout faire. Les élus, ils doivent avaler un nombre d'informations incroyables, et effectivement, quand vous avez les municipalités passent des contrats, bien sûr, pour gérer les services publics, pour faire des travaux, pour faire tout un tas de choses. Et les élus n'ont pas la compétence nécessairement, ce qui n'est pas forcément grave, mais ils n'ont pas non plus le temps ni l'attention pour surveiller tout ça. Et donc l'engagement citoyen, c'est fondamental. C'est-à-dire tout ce qu'il faut avoir, c'est évidemment du bon sens paysan. Voilà, comme l'a dit Christian Villain, la chaufferie, si on utilise l'énergie de l'incinérateur, ça doit apparaître quelque part. Ça n'apparaît pas. Donc on est en train de tirer la pelote. Je n'ai pas eu le temps de dire à Christian, mais il semblerait qu'effectivement, on va avoir une réunion avec M. Lavier pour essayer de comprendre. Il semblerait qu'il y ait eu un contrat avec la société qui gère l'incinérateur. Et dans ce contrat-là, les recettes sont incluses. Elles n'apparaissent nulle part. Merci. Voilà. Donc il n'y a pas de transparence. Donc c'est toute une démarche qu'il faut mettre en place. Et même d'ailleurs, donc la semaine dernière, j'étais en comité de pilotage de l'eau. On pose évidemment beaucoup de questions, mais les élus, avec le temps, apprécient cette démarche parce qu'ils se rendent compte en fait que, on est en train de les aider, de les aider à comprendre comment fonctionne la machine. Et à plusieurs têtes, c'est toujours mieux qu'une. Voilà. Merci Jean-Marc. Voilà. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut s'exprimer du comité de soutien ou... Jean-Louis, est-ce que tu veux venir dire un petit mot? Oui, juste pour dire pourquoi tu soutiens l'association, les citoyens.
Je me suis rapproché des citoyens du Montargois il y a déjà quelques années, et parce que je pense que la participation et le travail en commun avec la population, c'est quelque chose qui est très important. Mais plus spécialement ces derniers temps, je me suis impliqué avec Christian Villain et quelques autres confrères en fin d'exercice ou retraités récents pour essayer d'établir un projet valide de centre de santé municipal. Je pense que la liste citoyens du Montargois est la plus à même, parce qu'on y pense déjà depuis pas mal de temps, qu'on a bien étudié la question, la plus à même de mener à bien ce projet pour lutter contre ce désert médical. Nous y sommes déjà dans le désert, pour essayer de mettre au point une structure, ou plusieurs même, qui soit capable de désengorger les urgences et d'arriver à avoir un recours médical, si possible, dans tous les quartiers du Montargois. Merci. Merci Katia aussi de cette présentation. Alors, on va passer à la dernière étape de la soirée, il commence à être un peu tard, une étape de discussion. Alors, vous avez derrière vous 6 tables sur 6 thèmes différents que sont les quartiers, les commissions, la participation, la santé, la transition énergétique et la mobilité, et enfin les infos autour du vote. Et donc, un certain nombre de colistiers vont être autour de ces tables pour échanger avec vous, connaître vos centres d'intérêt, qu'est-ce qui vous intéresse, vous pourrez poser vos questions. Voilà, un moment d'interaction et un moment pour pouvoir faire connaissance avec les colistiers. Et puis, juste avant de vous envoyer vers ces tables, je ne suis pas mandataire financier tout à fait pour rien de cette liste. Une campagne électorale, ce n'est pas gratuit. Et donc, comme la liste est sans étiquette, elle n'est affiliée à aucun parti, donc ne reçoit aucune subvention de personne. Et peut payer ses factures grâce à vos dons. Et donc, voilà, si vous voulez nous soutenir aussi financièrement, c'est possible. N'hésitez pas à venir me voir, il suffit de nous faire un chèque et les dons sont déductibles à 66% de vos impôts. Et voilà, et maintenant je vous envoie vers les tables pour aller discuter. Donc vous pouvez au choix, les sujets qui vous intéressent au choix, donc la participation, les quartiers, les commissions, la santé, la transition énergétique ou tout simplement comment voter.